À l'heure actuelle, on parle beaucoup du numérique. Mais quelle est sa véritable valeur pédagogique ? Alors, on peut remonter le temps. Au début du XXe siècle, Thomas Edison confiait, quand il s'entretenait avec un journaliste de New York, que le cinéma allait amener, dans les 10 prochaines années, un grand bouleversement à l'école. Si un système éducatif investit dans les technologies, quel bénéfice peut-il espérer avoir sur l'apprentissage de ses élèves ? Alors, les recherches qui évaluent l'effet des technologies ont plutôt tendance à montrer que l'investissement financier en technologie par un système éducatif n'entraîne pas forcément des bénéfices pour les élèves au niveau des apprentissages. En gros, il n'est pas pertinent de mobiliser du numérique dans les pratiques pédagogiques pour la seule raison de recourir au numérique. C'est un peu la tendance mise en avant par les résultats et l'évaluation externe en 2015 par exemple. Quelle explication pouvons-nous alors apporter à ce phénomène ? Alors, ça peut s'expliquer par le fait que l'intégration du numérique n'est pas forcément synonyme d'innovation. Si on prend la définition de l'innovation, ça consiste à faire quelque chose de mieux et de façon différente, à l'aide de la connaissance à un instant T. Si l'efficacité d'un système éducatif passait uniquement par l'introduction et l'usage de nouveaux outils, quels qu'ils soient, cela se saurait. Et si l'innovation est censée avoir un impact sur notre activité au quotidien, au moins égal aux solutions précédentes, on l'évalue en réalité que trop rarement. C'est un peu une logique de solutionnisme, c'est apporter des solutions à des problèmes qui ne se posent pas réellement. C'est un peu un problème lié à l'innovation dans ce cas. Oui, l'apport technologique est souvent mobilisé avec des protocoles anciens. On appelle ça l'effet diligence. L'outil technologique n'amène pas une innovation à lui seul, ce sont plutôt des nouveaux usages qui seront rendus possibles et qui vont permettre d'innover et peut-être alors d'avoir des bénéfices pour les élèves. Qu'est-ce qui fait que les effets de l'adoption d'un environnement d'apprentissage se révèlent positifs ? Ça passe probablement par une interaction entre plusieurs dimensions. 3 dimensions. La réflexion pédagogique, la pertinence de l'outil numérique et la structuration du contenu à traiter dans l'apprentissage. On voit cette interaction dans le modèle TIPAC, qui met en avant que la mise en œuvre de pratiques pédagogiques qui ont fait leurs preuves et qui ont été mises en évidence dans l'approche par les données probantes en éducation est un élément important à prendre en compte au départ. L'usage d'outils qui facilitent à la fois les pratiques pédagogiques efficaces et qui se révèlent pertinentes pour développer les compétences ciblées. Ce modèle fournit donc une représentation de l'intégration des technologies en contexte scolaire. Oui, ce modèle met en avant 3 indications. Des outils qui peuvent faciliter des pratiques efficaces, des pratiques pédagogiques qui fonctionnent bien, qui facilitent le développement de compétences, et enfin des outils qui peuvent soutenir le développement de compétences spécifiques. En fait, tout l'enjeu pour l'enseignant réside dans la conception et la mise en place de tâches qui sont significatives et qui sont capables de jouer sur ces 3 leviers de manière complémentaire. Les situations où on innove avec le numérique sont donc très variées. Oui, il y a beaucoup de contextes, de l'enseignement supérieur à l'école fondamentale, en passant par le monde de l'entreprise. Les différentes situations peuvent concerner des publics cibles très différents. La difficulté de transférer ce type d'innovation est simplement liée au fait que tout dispositif s'intègre toujours dans un contexte bien spécifique. C'est donc particulièrement important de documenter quand on souhaite évaluer les choses et diffuser
les principes du dispositif. Il y a également la question des enseignants, des élèves, des acteurs qui évoluent dans ce contexte. Chaque enseignant a son style particulier pour faire apprendre. Chaque élève a un profil spécifique qui est fortement lié à ses connaissances au départ. Quand on se réfère à un auteur comme David Ausubel, le niveau initial est probablement le facteur qui a l'importance dans l'apprentissage. Effectivement, ce qu'on sait au départ impacte fort notre activité dans le dispositif. Oui, je vais prendre l'exemple de l'échiquier. Les novices verront le plateau de jeu et les pions, alors que les experts vont imaginer probablement des stratégies possibles pour faire un échec et mat. Pour le dire autrement, ce que l'on sait détermine ce que l'on voit et non l'inverse. En termes de recherche, cela montre toute l'importance d'évaluer au départ de la formation, de l'innovation, le niveau de connaissance initiale des apprenants. Ce qui donne la possibilité aux enseignants, aux chercheurs, d'évaluer la progression et ainsi mieux apprécier l'efficacité intrinsèque du dispositif. À ce niveau-là, on peut imaginer que la motivation a également un rôle important. Oui, le profil motivationnel est intéressant à questionner au départ d'une formation. On peut s'appuyer par exemple sur le modèle de l'autodétermination. Il permet de différencier différents buts, comme la maîtrise, la performance, les buts d'évitement. Ils font référence au sens de l'apprentissage et à la valeur qu'accorde l'élève à la tâche. D'accord, mais comment fait-on pour évaluer ces buts ? Alors, ils peuvent être mesurés à l'aide d'un questionnaire standardisé où les apprenants se positionnent sur des échelles de Likert. Chaque dimension se compose de différents items et donne ainsi la possibilité de calculer un niveau en termes de but de maîtrise, en termes de but de performance et de but d'évitement. Chaque item est en quelque sorte lié à une dimension particulière. Bien évidemment, on peut considérer que d'autres caractéristiques individuelles, comme le sentiment de compétence, le niveau d'anxiété, peuvent aussi être considérées avant de démarrer la formation. En termes de scénarisation, quelle est la première étape clé dans le développement du dispositif pédagogique ? C'est tout simplement la question du quoi. Quel est l'objet d'apprentissage ? Quelles sont les compétences que l'environnement, le dispositif va cibler chez les élèves. Mais par quoi commence-t-on ? Alors ce qui est important, c'est de bien analyser et structurer le contenu de la séquence. C'est la première phase dans la scénarisation. Sur la base d'une vue globale de la matière, ça permet d'aboutir à une première organisation de la formation et à l'organisation, l'articulation du contenu pour envisager un travail pédagogique. Alors à ce niveau-là, il est important, et je pense que le schéma est bien clair à ce niveau-là, c'est de distinguer les connaissances déclaratives et les procédures. Et un autre élément que le schéma à l'écran met en avant, c'est le caractère général de ces connaissances. On peut ainsi distinguer le concept, la trace littérale, donc c'est plutôt la connaissance déclarative particulière, et ainsi on peut savoir qu'est-ce qu'on traite dans le dispositif. Et concrètement, comment on s'y prend ? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour y arriver ? Alors, cette étape, elle peut s'appuyer sur l'élaboration d'une carte qui donne la possibilité d'établir les liens importants entre tous les éléments. Donc ces éléments, ça peut être des algorithmes, des définitions, des notions spécifiques. Et donc ça permet à l'enseignant, au concepteur, d'avoir une vue d'ensemble de ce qui doit être traité. Et donc, concrètement, de la conceptualisation à la généralisation, en passant par l'application et la compréhension, sans oublier l'automatisation, la prise de conscience, la mémorisation, la compréhension. Cette distinction
à l'aide de ces deux variables, doit permettre d'identifier les compétences précises à développer en fonction du contenu que l'on doit traiter. Quelles sont les caractéristiques principales d'un environnement d'apprentissage ? Après avoir ciblé les compétences, délimité le contenu et défini les objectifs de la séquence, on peut distinguer en gros 5 variables clés pour décrire l'environnement d'apprentissage. Alors il y a les tâches qui concernent l'activité que vont mettre en œuvre les apprenants. Il y a aussi le rôle de l'enseignant, du tuteur, donc ce sont les modalités d'encadrement. Un élément important, c'est la variable temporelle. C'est un facteur important dans tout dispositif d'apprentissage. L'organisation du groupe, qui fait référence plutôt à la dimension sociale du processus d'apprentissage. Et enfin, on en a déjà parlé, les outils, les ressources, qui peuvent être les outils numériques mis à disposition dans l'environnement. Qu'entend-on par notion de tâche ? Quand on a défini le quoi, ce que les élèves allaient apprendre, il importe ensuite d'identifier quelles tâches seront proposées aux élèves dans la séquence en lien avec les compétences ciblées. L'importance de la tâche renvoie à l'idée que la connaissance, c'est toujours le résultat d'une reconstruction par l'individu qui apprend. C'est-à-dire ? Alors, pour qu'un apprentissage se réalise, l'apprenant doit être actif dans l'environnement où il est amené à évoluer, à progresser. Il doit mettre en œuvre une démarche qui l'amène à sélectionner les informations, à les organiser en une représentation qui est cohérente et à les intégrer ensuite aux connaissances qu'il maîtrise déjà. Et quels sont les différents types de tâches ? Au niveau pédagogique, on considère généralement qu'il existe 5 types de tâches. Des tâches d'étude, des tâches de résolution de problèmes, des tâches de recherche d'informations, des tâches de jeu et des tâches de dialogue. Les tâches d'étude, ça concerne l'explication donnée par l'enseignant pour l'apprenant. Oui, par exemple, dans un environnement numérique, ça passe par l'écoute d'un cours via une séquence vidéo, comme ici, le traitement d'un document multimédia. Cette situation de réception peut être active parce que l'apprenant est stimulé à rechercher l'info, à la traiter pour en faire une synthèse. Les tâches de résolution de problèmes sont les situations où les élèves s'exercent dans une situation où ils doivent essayer, par raisonnement, d'atteindre un but, de manière inductive, déductive, etc. Alors que l'on ne sait pas l'atteindre spontanément. Il peut s'agir d'un questionnaire en ligne, d'un défi, où ils exercent une compétence, ils jouent avec une simulation, ils créent une carte conceptuelle. Et dans les tâches de recherche d'informations, au lieu de trouver la solution par le raisonnement, comme en résolution de problème, on recherche plutôt la solution dans un document, dans une base de données ou sur le web, etc. Oui, cette tâche est souvent complexe car elle demande souvent de mobiliser des compétences transversales et inférentielles chez les élèves. Un autre type de tâche, c'est le jeu. C'est le moteur de l'apprentissage adaptatif. Jouer, ça fait partie du développement normal des mammifères. Les lionceaux, comme les bébés, s'adonnent à des jeux pour apprendre de leur monde, interagir avec des camarades et développer des habiletés, autant physiques que logiques, basées sur l'observation ou sur des stratégies. Oui, en effet, d'un point de vue pédagogique, le jeu permet aux apprenants de développer des compétences de manière active et interactive. Oui, dans le domaine du numérique, les jeux sérieux en sont un bon exemple. Il existe aussi des tâches où on peut travailler à plusieurs. Oui, comme dans les tâches de dialogue, elles permettent des apprentissages que les autres tâches qu'on vient de décrire ne permettent pas
quand les buts ne sont pas atteignables directement, spontanément. Ça peut être des tâches de coélaboration, d'entraide, de questionnement, comme l'application Tandem dans l'apprentissage des langues où on est aidé par un contact en ligne. Donc dans une séquence, l'intérêt est bien évidemment de combiner ces différents types de tâches au sein d'un scénario afin de varier les processus mis en œuvre et stimuler ainsi la motivation des élèves à s'engager dans la tâche. Qu'est-ce que l'intégration du numérique implique en termes d'apprentissage ? Alors, l'utilisation du numérique entraîne souvent la mobilisation du principe du double codage. C'est important dans l'apprentissage à tous les niveaux. On sait que c'est plus efficace d'amener les élèves à utiliser de manière complémentaire leur mémoire auditive et leur mémoire visuelle. Il y a un effet positif conjoint du traitement parallèle dans la mémoire visuelle et du traitement séquentiel dans la mémoire auditive, quand on doit réaliser une tâche ou lors de l'intégration d'une connaissance dans notre mémoire à long terme. Comment doit-on s'y prendre pour choisir les outils adaptés aux apprentissages qu'on veut proposer ? C'est assez logique, l'enseignant doit choisir les outils selon la tâche ou selon la fonction qu'il attend de ceux-ci. L'outil sera différent si il a pour fonction de produire, de communiquer, de collaborer ou d'évaluer. Un autre facteur décisif dans un dispositif concerne l'encadrement de l'apprentissage et sa régulation. Quelles sont alors les modalités d'encadrement qui peuvent être envisagées dans un environnement numérique ? Alors, il y a plusieurs types de tutorat qui peuvent être envisagés dans une formation. Le tuteur, l'enseignant, peut être réactif et réagir aux demandes d'aide spontanée des élèves. Il peut être également proactif et intervenir de sa propre initiative dans le processus d'apprentissage. Et donc, quelle est la bonne démarche à adopter ? Alors, d'un point de vue des résultats, il semble que la modalité d'encadrement dans un environnement peut avoir une influence importante sur le comportement des élèves, notamment en ce qui concerne l'utilisation ou non des outils qu'il a à sa disposition. On observe que l'apprenant utilisera davantage un outil s'il est invité à le faire par le tuteur. Et au niveau de la nature de ces interventions ? Alors, en termes de contenu, le suivi peut concerner différents aspects complémentaires. Ça peut porter sur les aspects pédagogiques, donc le feedback qu'on va donner aux élèves. Il y a aussi la dimension organisationnelle, l'état d'avancement dans la tâche, la planification sont des éléments importants. Et il y a aussi les aspects plutôt relationnels, donc c'est plutôt le soutien socio-affectif au niveau de la motivation aussi. Et vu qu'on est dans un environnement numérique, il y a bien évidemment les aspects techniques à considérer. Quand on construit un environnement numérique d'apprentissage, il faut aussi être attentif à la gestion du temps. Oui, la gestion du temps est cruciale dans la mise en œuvre d'un apprentissage. On peut observer des résultats très différents chez les élèves en fonction du temps alloué aux apprentissages. C'est assez trivial finalement. Cette gestion peut concerner la durée, mais également la manière de distribuer les apprentissages dans le temps. Comme variable, il y a aussi l'organisation des groupes. Il existe différentes façons de constituer les groupes. Les élèves peuvent travailler tantôt de manière individuelle, tantôt par petits groupes ou encore en plus grands groupes. Les travaux peuvent, quant à eux, se réaliser à distance ou encore en présentiel. D'accord, donc on peut croiser le temps et la variable organisation des groupes. Oui, on peut faciliter la mise en place d'une séquence collaborative en utilisant la modélisation proposée par Dillenbourg qui permet d'orchestrer les apprentissages. Cette démarche permet de visualiser un scénario en mettant en évidence les activités individuelles, collaboratives ou avec le groupe complet. Et ce qui est important, c'est que la modélisation permet de voir les liens entre ces différents moments.